Il y a, il y a un geste que l'on fait tous, chaque soir, presque machinalement. Ah oui, la fameuse ronde du soir. C'est ça. On s'approche de la porte d'entrée, on tourne la clé dans la serrure et on vérifie qu'elle est bien fermée. On appuie même parfois sur la poignée, juste pour être sûr, tu vois? Ouais, 2 fois plutôt qu'une. Et on ne fait pas ça parce qu'on craint qu'un, je sais pas, qu'un agent de l'État vienne nous donner une amende pour non-verrouillage de porte. Non, ça n'aurait aucun sens. C'est viscéral, on le fait par instinct pur. Par amour en fait, parce qu'on veut protéger le foyer, protéger la famille qui dort à l'intérieur. C'est profondément ancré dans notre psyché. C'est un vrai réflexe de préservation, oui. Une responsabilité que l'on assume sans même y réfléchir, parce que la motivation est totalement interne. Exactement. Et pourtant, le lendemain matin, cette même personne qui a méticuleusement verrouillé sa porte, qui a verrouillé sa porte la veille, sort de chez elle, s'installe au volant de sa voiture ou sur son deux roues, et d'un coup, fiou, cet instinct de protection s'évapore. Complètement. Il disparaît. La sécurité devient soudainement une affaire de loi, de radar, de panneaux de limitation de vitesse. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, d'accord? Décortiquons tout ça, parce que c'est le cœur de notre exploration. Pourquoi cette déconnexion? Pourquoi l'approche sur la route est-elle si radicalement différente de celle de la maison? Et c'est là que le texte qu'on analyse aujourd'hui apporte un éclairage vraiment novateur. Oui, on se plonge exclusivement dans le chapitre 8 du livre Hargarse Eksainik, écrit par Said Abdul Hakim. Et ce chapitre suggère que le problème ne vient pas de nos infrastructures ou des routes mal faites, mais de notre identité. De la façon dont on se perçoit, ouais. D'après le titre, l'auteur utilise le mot sainik. Si l'on se fie aux langues de la région, cela renvoie à l'idée de soldat ou de protecteur, c'est bien ça? C'est le sens littéral, tout à fait. Le terme sainik porte un poids culturel immense là-bas. Il désigne vraiment celui qui défend les frontières du pays. Donc une figure militaire, en gros. Voilà, c'est une figure associée au sacrifice, au courage, à une discipline implacable face au danger. D'ailleurs, le titre du livre se traduit par un soldat de chaque foyer. D'accord. Mais l'auteur opère ici un basculement conceptuel très très intéressant. Il avance que le service à la nation, ça ne se limite pas aux lignes de front militaire ou aux actes de bravoure, tu vois, exceptionnels. Ça descend dans la rue, littéralement. Exactement. Ce service, il doit se manifester sur l'asphalte, dans les bouchons du matin, lors des trajets les plus ordinaires. Mais attends, je me fais un peu l'avocat du diable. Le terme soldat, ça me semble presque trop lourd pour un trajet banal vers le supermarché pour acheter du pain, non? C'est sûr que ça peut surprendre. Utiliser un vocabulaire aussi chargé, aussi militaire pour décrire le simple fait de conduire prudemment, est-ce que ça risque pas de, je sais pas, de dramatiser excessivement le quotidien? C'est une réaction très naturelle face à ce concept. Mais l'auteur précise bien qu'il ne s'agit pas du tout de jouer au héros d'action, hein. Il était des autres usagers de la route. Ah, l'effet pare-brise, ouais. On devient juste un objet métallique en mouvement pour les autres, et eux pour nous. C'est exactement ça. Du coup, le véritable courage dans ce contexte, c'est une discipline silencieuse. C'est le refus absolu de céder à cette déshumanisation ambiante. Donc mettre son clignotant, c'est un acte de bravoure? Dans un sens, oui. Maintenir son standard de sécurité. S'arrêter pour laisser passer un piéton, même quand on est super en retard. Ranger son smartphone dans la boîte à gants pour ne pas être tenté. Ça, c'est dur pour beaucoup de monde. Oui, mais ce n'est pas un fardeau guerrier. C'est un acte de service fondamental qui demande une réelle force de caractère parce que tu le fais quand personne ne t'applaudit. D'accord, je comprends mieux. Donc le concept de Sainik, le protecteur, c'est en fait la capacité à maintenir une intégrité comportementale même quand l'environnement invite totalement au chaos ou au laisser-aller. Voilà, c'est la définition parfaite. Mais ça soulève un paradoxe quand même. Si l'acte de protection est si basique, mettre un casque, boucler une ceinture de sécurité, pourquoi la négligence est-elle si courante? Pourquoi c'est si dur à appliquer? Eh bien, le texte aborde cette question en introduisant une distinction psychologique très pointue, et c'est vraiment brillant. Il oppose la conformité au caractère. La conformité contre le caractère. C'est le pivot central de ce chapitre 8. Historiquement, nos sociétés modernes ont délégué la gestion de la sécurité à l'État. La police, les lois, les radars. Ouais, on sous-traite notre sécurité. C'est ça. Et ça a créé un système basé uniquement sur la conformité. L'auteur appelle ça une sécurité louée. Une sécurité louée. Autrement dit, un comportement qui ne nous appartient pas vraiment. C'est un CDD de bonne conduite. Précisément. On attache sa ceinture parce qu'on approche d'un péage où des caméras sont installées. On réduit sa vitesse parce que l'application de navigation GPS signale un contrôle de police à 500 mètres. Et bim, on freine d'un coup. Et bim. La motivation exclusive là-dedans, c'est l'évitement de la sanction financière ou légale.
Le mécanisme psychologique à l'œuvre, c'est juste l'obéissance à l'autorité. Ce qui n'est pas très noble en soi. Non. Et surtout, l'obéissance à l'autorité a une limite fatale. Elle est purement conditionnelle. Dès que l'autorité n'est plus visible, le comportement s'effondre. Tu sais, l'analogie d'un régime alimentaire illustre bien cette dynamique, je trouve. Ah oui, vas-y, dis-moi. La conformité, c'est choisir de manger une salade quand on dîne au resto avec son médecin ou son coach sportif, simplement pour éviter la réprobation. On fait bonne figure. Ouais, la pression sociale en direct. Mais le caractère, par contre, c'est se retrouver seul dans sa cuisine à minuit. On est fatigué, on a faim, il y a une énorme part de gâteau et une pomme sur le comptoir, et on choisit à pomme. Le choix difficile. Voilà. Non pas parce qu'on est surveillé par un radar à calories, mais parce qu'on a intériorisé la valeur de sa propre santé. Le comportement nous appartient. Ah, j'adore cette image. L'analogie du régime isole parfaitement le facteur de la pression extérieure. C'est très juste. Mais sur la route, les enjeux dépassent largement la simple santé personnelle. C'est clair, on peut tuer quelqu'un. Exactement. Et l'argument émotionnel soulevé dans le texte de Hakim va beaucoup plus loin que ça. Le scénique, le protecteur, choisit le caractère parce qu'il comprend qu'une conduite imprudente, même pour un trajet de 3 minutes au coin de la rue pour acheter du lait, Même à 30 à l'heure. même à 30 à l'heure, ça constitue une trahison intime. Une trahison envers les siens, tu veux dire? Oui, envers les personnes qui attendent son retour à la maison. Le livre rappelle une réalité très crue. Chaque départ de la maison s'accompagne d'une promesse silencieuse de retour. Waouh. C'est vrai que vu comme ça? Conduire en consultant ses notifications sur son téléphone ou rouler en scooter sans casque approprié, c'est rompre cette promesse. C'est placer une commodité immédiate ou l'illusion de gagner quelques ridicules secondes au-dessus de la tranquillité d'esprit de sa propre famille. C'est fort comme image. La promesse de retour. Et c'est là que le changement d'identité opère vraiment. La sécurité n'est plus perçue comme une contrainte imposée par le fameux code de la route, elle redevient une preuve d'amour. Exactement comme le verrou de la porte d'entrée dont tu parlais au début. C'est un recadrage cognitif assez profond en fait. Ça transfère la responsabilité de l'État vers l'individu d'une manière très affective, très humaine. Tout à fait. Mais, et là je dois poser la question difficile et il y a une logique implacable qu'il faut questionner ici. L'intériorisation, le caractère, c'est un processus super individuel. Oui. Or, le problème de la sécurité routière, les accidents, les morts, c'est par nature collectif et culturel. Comment est-ce qu'une petite philosophie personnelle peut vraiment changer une culture à grande échelle si on ne s'appuie pas sur des campagnes de sensibilisation massive ou une répression policière féroce? C'est la question à 1 million. Le chapitre décrit un mécanisme de propagation organique basé sur la proximité. Il modélise cela à travers ce qu'il appelle les cercles concentriques d'influence. Les cercles concentriques? Oui. Comme quand on jette une pierre dans l'eau. Exactement l'image. Le changement culturel, selon l'auteur, ne vient pas d'un centre de diffusion géant qui imposerait une norme haut en bas. Il part du microcosme pour irradier vers l'extérieur, petit à petit. D'accord. Et le tout premier cercle, c'est logiquement le foyer, la maison. Et comment ça se matérialise concrètement dans le texte, oui? Eh bien, l'auteur illustre ce premier cercle avec une anecdote très spécifique sur l'instauration d'une habitude. C'est l'histoire d'une femme dont le mari partait systématiquement au travail en 2 roues en laissant son casque accroché au guidon. Oh là là, le grand classique. Le casque qui protège le rétroviseur. Voilà. Et face à ça, elle n'a pas opté pour la confrontation directe, tu vois. Pas de cris, pas de statistiques anxiogènes sur les traumatismes crâniens, ni de reproches constants. Et ce qui est souvent notre premier réflexe, avouons-le. Totalement. Mais elle a simplement instauré une conséquence tangible basée sur leur routine affective de tous les jours. Un matin, elle n'a tout simplement pas préparé sa gamelle de déjeuner. Le fameux tiffin, très commun en Asie du Sud. Attends, elle a conditionné son repas au port du casque. Eh oui. Et lorsqu'il lui a demandé le matin, un peu confus, pourquoi sa gamelle n'était pas prête sur la table, elle a répondu avec un calme absolu, le casque accompagne la gamelle. Waouh. C'est net. Il n'y a pas eu de conflit, pas de drame. Le lendemain, le casque était porté. Et en une poignée de jours seulement, le geste automatique était ancré dans le foyer. C'est là que ça devient vraiment intéressant parce que la psychologie de cette interaction est redoutable. N'est-ce pas? Elle ne l'infantilise pas du tout en le menaçant d'une punition. Elle lie la sécurité à un acte de soin quotidien. Le message sous-jacent que je perçois, c'est ta survie est essentielle à cet écosystème familial. Je prends soin de toi avec ce repas, prends soin de toi avec ce casque. C'est une traduction parfaite de l'acte. Et si l'on suit cette logique des cercles concentriques, une fois que cette norme est complètement verrouillée dans le foyer, le comportement déborde inévitablement dans la rue, non?
C'est l'activation du deuxième cercle, le voisinage immédiat, la rue, l'immeuble. Comment ça se passe? Lorsqu'une famille adopte rigoureusement ce standard en mettant systématiquement la ceinture à l'arrière, en portant le casque sans exception, même pour faire 100 mètres, l'environnement social le remarque. Forcément. Ouais, le voisin voit tout. Au début, ça peut sembler marginal. Mais d'un point de vue sociologique, l'être humain cherche continuellement à s'aligner sur la norme de son groupe. C'est le fameux phénomène de la preuve sociale. Donc, par un simple effet d'imitation, la pression des pairs s'inverse. Exactement. C'est mécanique. Si plusieurs foyers d'un même quartier adoptent spontanément l'attitude du Sainik, le seuil de normalité se déplace. Ce n'est plus la prudence qui attire l'attention ou qui fait ringard, c'est l'imprudence. Ah, je vois. La personne qui démarre sa moto sans son casque commence à se sentir en décalage. Elle est observée non pas par la police, mais par ses propres pairs. Voilà. Et le Sainik n'a d'ailleurs aucune leçon de morale à donner à ses voisins. Il ne dit rien. La simple constance de son comportement agit comme un miroir accusateur pour les autres. C'est brillant. Et ça nous amène naturellement au-delà de la rue physique et de notre propre quartier. Parce qu'aujourd'hui, et c'est un gros morceau, la culture routière ne se limite plus du tout à ce qu'on voit par la fenêtre de notre salon. Oh, non. Elle est massivement influencée par les espaces de travail et surtout par l'espace numérique, Internet, les réseaux sociaux. Le livre aborde d'ailleurs ce troisième et ce quatrième cercle. Et c'est là que honnêtement, j'ai le plus de réserves sur la faisabilité du truc. Ah bon? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te gêne? Eh bien, prenons l'exemple d'un trajet banal en transport en commun. Tu es dans le bus, tu ouvres ton téléphone, tu commences à scroller ton feed et l'algorithme t'inonde de vidéos virales. Les fameux algorithmes de recommandation. C'est ça, on voit toutes ces vidéos, ces reels sur Instagram ou TikTok qui glorifient une conduite carrément suicidaire. Des slaloms à grande vitesse entre les voitures sur l'autoroute, des roues arrière en plein trafic urbain. Toujours monté avec la musique à fond. Avec des musiques épiques, des filtres super dynamiques. Et sous la vidéo, quand tu ouvres les commentaires, on trouve une avalanche de commentaires laudatifs, des «Waouh, t'es un boss», des emojis flammes partout. La glorification du risque. Voilà. Face à ce rouleau compresseur algorithmique géant qui valide publiquement le danger, le livre soutient qu'une simple intervention en ligne d'un individu isolé peut avoir un impact. Est-ce que ce n'est pas faire preuve d'une immense naïveté ? Je comprends tout à fait ton scepticisme. La question de l'asymétrie de pouvoir entre une vidéo virale vue des millions de fois et un commentaire isolé, elle est super légitime. C'est David contre Goliath, mais David n'a même pas de fronde. C'est un peu ça. Mais le texte ne prétend pas du tout qu'un commentaire va effacer la vidéo ou changer l'algorithme de TikTok. Il s'appuie sur un mécanisme de psychologie sociale très puissant mais très méconnu, appelé l'ignorance pluraliste. L'ignorance pluraliste. Attends, explique ça. Comment cela s'applique-t-il dans une pauvre section de commentaires mimes ? Eh bien, l'ignorance pluraliste se produit quand la majorité des membres d'un groupe projette secrètement une norme, mais suppose que tous les autres l'acceptent, et du coup décident de se conformer publiquement par peur d'être marginalisés. Ah, genre le conte de l'empereur qui est nu. Tout le monde voit qu'il est nu, mais personne ne veut être le premier à le dire. C'est le meilleur exemple. Quand une vidéo de conduite très dangereuse accumule les likes et les emojis flammes, ça crée une illusion totale de consensus. Un jeune conducteur qui voit ça conclut instantanément que « Waouh, tout le monde trouve ça génial », même si, au fond de lui, il ressent un malaise face au risque mortel. Et donc le silence de tous ceux qui trouvent ça stupide ? Devient une permission silencieuse pour l'imprudence. Exactement. Ok, je saisis. Donc le rôle du scénic numérique, du protecteur en ligne, ce n'est pas de faire la morale en majuscule dans les commentaires. Surtout pas. Faire la morale, traiter les gens d'inconscients ou insulter le créateur de la vidéo, ça ne ferait que générer du clash et donc de l'engagement, ce qui renforcerait la vidéo grâce à l'algorithme. C'est le piège classique. Le rôle du Sainik s'inclomant de percer cette illusion de consensus. Le livre suggère de poster un commentaire totalement désamorçant, formulé de manière hyper neutre. Du style. Par exemple, « Cette vidéo m'a vraiment mis mal à l'aise, j'espère sincèrement que personne n'a été blessé et que tout le monde est rentré sain et sauf chez soi ce soir-là. » Ah, c'est habile. C'est une approche qui contourne totalement la confrontation d'ego. Oui, On ne critique pas le prétendu talent du pilote, on ne dit pas qu'il conduit mal, on recadre simplement l'action sur la réalité crue, la fragilité absolue de la vie humaine. et psychologiquement, l'effet est quasi immédiat. Cette unique note discordante, polie mais ferme, agit comme un déclencheur pour tous les autres lecteurs silencieux. Elle brise l'ignorance pluraliste dont on parlait. Parce qu'elle montre aux autres qu'ils ne sont pas fous de trouver ça dangereux. C'est ça, elle donne implicitement la permission à d'autres spectateurs de réaliser qu'ils ne sont pas les seuls à trouver ce comportement irresponsable.
Les algorithmes sont têtus, c'est sûr, mais la psychologie humaine répond toujours à la validation sociale. C'est fou quand on y pense. En changeant la tonalité globale de l'espace numérique avec quelques commentaires de ce type, on révoque l'approbation culturelle du risque. C'est ça le quatrième cercle de l'influence, le changement à l'échelle de la culture globale. Si l'on prend un peu de recul sur toute cette progression de la maison jusqu'aux réseaux sociaux, l'architecture du chapitre 8 est vraiment fascinante par son minimalisme en fait. C'est très dépouillé, oui. L'auteur ne réclame aucun budget étatique. Il ne demande pas la création d'une énième agence gouvernementale de la sécurité routière. Le mouvement Argarce Exaïnic fonctionne sans carte de membre, sans inscription en ligne, sans slogan officiel à placarder partout. C'est totalement décentralisé. C'est une arithmétique de la responsabilité qui part du niveau le plus microscopique du monde, l'acte de boucler une ceinture dans l'obscurité de son garage, pour atteindre le macroscopique. Une vie préservée sur le trajet banal du travail, c'est une famille entière qui ne s'effondre pas ce soir-là. C'est un drame évité. Et une multitude de familles résilientes, c'est le tissu même de la nation qui se renforce de l'intérieur, foyer par foyer. Et c'est ce qui rend cette philosophie profondément émancipatrice pour quiconque lit ce chapitre. Parce que face à la violence routière, le sentiment d'impuissance est omniprésent. Oui, on a souvent l'impression qu'on n'y peut rien. Les individus se sentent démunis et ils attendent passivement que la législation ou l'état des routes règle le problème par magie. Le concept du sangnik, du soldat du foyer, détruit complètement cette posture d'attente. On n'est plus des victimes en puissance. La responsabilité n'est plus abstraite, elle n'est plus déléguée à un ministre. Elle se trouve littéralement entre nos mains dès l'instant où l'on tourne la clé de contact. Le pouvoir de changer la culture, d'arrêter ce carnage quotidien et ramener à l'échelle du foyer de l'individu. Ça redonne beaucoup de pouvoir. Et d'ailleurs, cela soulève une réflexion finale qui résonne, je trouve, bien au-delà de la simple conduite automobile. Hmm? Dans quel sens c'est? Eh bien, nous évoluons tous dans un écosystème social et technologique qui célèbre l'optimisation extrême. Le mindset ambiant aujourd'hui valorise la vitesse à tout prix, le raccourci, le hack, le fait de battre le temps d'arrivée de son GPS de 2 pauvres minutes, souvent au mépris total de l'environnement immédiat. C'est devenu une fierté de dire « j'ai mis 10 minutes de moins que prévu ». Exactement. On a fini par confondre l'imprudence avec l'indépendance et la vitesse pure avec la liberté. Mais à la lumière de cette exploration de Argarce et Sainik, la véritable subversion aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas diamétralement l'inverse? C'est-à-dire ralentir. Oui. Dans ce monde frénétique, la forme ultime d'anticonformisme, de rébellion même, réside peut-être dans l'engagement radical envers la patience. Imposer son propre standard de protection, refuser catégoriquement la pression de la hâte que les autres essayent de nous imposer à coups de klaxon, et veiller silencieusement sur des parfaits inconnus croisés à une intersection banale. C'est une très belle vision. C'est une redéfinition puissante de la liberté, non pas l'affranchissement puéril des règles, mais la souveraineté de son propre caractère. Choisir la patience, c'est refuser de laisser l'urgence pathologique des autres dicter nos propres valeurs. C'est l'essence même du protecteur au quotidien. Le vrai Sainik. Et tout cela nous ramène, pour boucler la boucle, à cette porte d'entrée que l'on verrouille chaque nuit. La fameuse porte. Le défi que pose ce fameux chapitre 8, c'est d'être capable de prendre cet instinct de préservation nocturne, de le glisser dans sa poche le matin avec ses clés et de l'emporter avec soi sur l'asphalte. Ne pas le laisser sur le paillasson. Voilà. Parce que la route n'est pas une zone de suspension du contrat social ou de l'amour familial. C'est au contraire l'endroit où notre responsabilité envers la vie est testée de la manière la plus brute, chaque jour. Alors, espérons que quiconque écoute cette analyse gardera ce verrou invisible à l'esprit la prochaine fois qu'il faudra prendre le volant.